on ne te trouvait plus. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous entamons notre congrès par la session pneumologie. Je tiens à remercier les organisateurs, à leur tête, Dr Ngdari, qui m'a invité à participer à cette session. Donc, on commence par le Dr Dominique Butonda, donc pneumologue qui exerce en Belgique, très engagé dans la formation continue. En allergologie, en pneumologie, très actif dans l'espace francophone de pneumologie. Donc, à toi la parole, cher ami. Ça va, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vais vous entretenir des biothérapies dans l'asthme sévère, comme le titre l'indique, quand, comment et comment initier le traitement, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on entend par asthme sévère? En fait, c'est les patients chez qui l'année qui a précédé la consultation, l'année où vous les voyez, les patients adultes de plus de 6 ans, ils ont bénéficié d'un traitement de fond de palier 4 ou 5 de GINA ou une corticothérapie pendant au moins la moitié de l'année. Ou alors, c'est des gens qui ont un asthme qui reste non contrôlé malgré ses niveaux thérapeutiques fort élevés. D'ailleurs, à l'heure actuelle, quand on parle d'asthme sévère, c'est plus un diagnostic rétrospectif. C'est quand vous voyez le patient, qui vous l'interrogez, que vous vous rendez compte que de l'année qui a précédé, il a pris une thérapeutique forte ou on n'a pas réussi à diminuer son traitement sans qu'il n'exacerbe. C'est à ce moment-là qu'on parle d'asthme sévère. Je vous rappelle ici le GINA. Je vous rappelle ici les paliers de GINA, donc le palier 4 et 5, c'est des gens qui ont des corticostéroïdes à des doses moyennes avec un ICS là-bas, ou alors les gens chez qui on a déjà rajouté de l'amadon. C'est ça le palier 4-5. Quelle est la proportion en fait, des patients chez qui on parle d'asthme sévère? Ils ne sont pas aussi nombreux qu'on le croit en fait. Quand on regarde dans la littérature, on dit qu'on les estime plus ou moins à 3,7, allez, plus ou moins 4% des patients chez qui on peut poser le diagnostic d'asthme sévère. Et ça, c'est important dans le fait qu'il faut les différencier des patients chez qui on a plutôt un asthme difficile à traiter, c'est-à-dire un asthme qui n'est pas contrôlé malgré la prise des doses moyennes ou élevées des corticostéroïdes, ou chez qui, quand on met une forte dose, on n'arrive pas à le diminuer. Mais c'est surtout chez des patients chez qui le contrôle n'est pas assuré parce qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent être modifiables et pour lesquels, si on agit, on peut arriver à bien contrôler le traitement. Soit il y a une mauvaise technique d'inhalation, soit il y a une mauvaise observance du traitement, il y a un tabagisme associé, ou carrément si le diagnostic n'est pas le bon, si le diagnostic est erroné. Je rappelle ici les doses des corticostéroïdes. Comme j'ai dit, quand on parle de doses moyennes, c'est à peu près ici. On les voit là. C'est à peu près l'équivalent de 500 000 microgrammes de béclométasone dipropionate en forme PMDI, ou en DPI, c'est plus de 200 à 400 microgrammes. Et alors, comme je disais, donc les gens chez qui on parle d'asthme difficile à traiter, qui n'est pas un asthme sévère, il faut vraiment bien faire la part des choses, c'est des gens chez qui il y a des facteurs qui sont soit liés au patient, c'est-à-dire une inobservance du traitement de fond, une mauvaise utilisation de l'inhalateur, parfois il y a même un tabagisme actif, ou alors c'est dépendant de son environnement, il est exposé aux irritants, des allergènes domestiques ou professionnels qui fait qu'on n'arrive pas à gérer son asthme, ou alors il y a des comorbidités associées, soit des comorbidités ORL, dont surtout la polypose nasale ou un reflux gastro-œsophagien. La prise en charge de l'asthme sévère nécessite qu'on prenne en compte l'hétérogénéité marquée des déclencheurs et des moteurs de la maladie. Donc tous les patients
je veux dire, ce n'est pas une maladie monotone ou monomorphe, mais il y a une hétérogénéité avec plusieurs facteurs qui peuvent impliquer et intervenir là-dedans pour expliquer la maladie. Raison pour laquelle on définit, pour bien caractériser les patients, on définit des phénotypes. Qu'est-ce qu'on entend par phénotype? C'est le reflet des différents mécanismes sous-jacents de la maladie, y compris le processus pathogénétique et les réponses aux expositions environnementales. On va donc distinguer deux types de phénotypes. On aura un phénotype clinique et un phénotype inflammatoire. Par exemple, phénotype inflammatoire, on entend ce qu'on entend par endotype, quoi, en fait, hein, c'est le mécanisme sous-jacent. Dans le phénotype clinique, donc le patient, il faut tenir compte du moment de l'apparition de la maladie, du statut atopique, de la fonction pulmonaire, la réponse au traitement, les différentes comorbidités. Par contre, dans le phénotype inflammatoire, c'est le mécanisme par lequel l'asthme survient. C'est ce qu'on entend par endotype. Donc, on distingue le phénotype éosinophilique et non éosinophilique. Et en fonction de ça, on va définir des marqueurs qui peuvent nous dire la caractéristique de la maladie. Donc, on a les marqueurs de l'inflammation qu'on utilise en pratique courante. Donc, on dose l'éosinophilie sanguine qui doit, s'il est au-delà de 150 à 300 par microlitre. Le FNO exhalé au-delà de 25 ppb. L'éosinophilie dans les expectos, c'est ce que je disais hier lors d'une intervention. En pratique clinique, on n'utilise pas le taux d'éosinophilie dans les expectos parce que c'est une technique time-consuming, c'est compliqué à faire, donc on ne l'utilise pas. On utilise plus le FNO exhalé, qui est le reflet indirect du taux d'éosinophilie dans les expectos. Le terrain atopique du patient, s'il a des IgE majorés ou s'il y a des tests cutanés positifs. Ces biomarqueurs sont vraiment essentiels pour nous pour pouvoir définir le phénotype de la maladie. Par contre, ils ne doivent pas être utilisés indépendamment des caractéristiques cliniques, par exemple l'âge, le moment où l'asthme est apparu, si le patient est obèse. Ce n'est pas juste doser les FNO ou faire la biologie, mais il faut tenir compte du contexte global du patient. Alors, en plus, ils sont importants pour caractériser l'affection, mais ils sont également importants pour l'évaluation du risque et de la gravité de la maladie et aussi pour le pronostic de la maladie en fonction du type de biomarqueurs qui sont présents. Donc, si je fais mon diagnostic d'asthme sévère, je vais le phénotyper en fonction de la clinique et en fonction de biomarqueurs que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'ai caractérisé des patients que je dirais T2I, donc un phénotype T2I, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est atopique, qui a des IgE majorés, qui a une éosinophilie sanguine augmentée, des éosinophiles dans les expectos, mais comme j'ai dit, en pratique courante, honnêtement, on ne l'utilise pas, et un phéno au-delà de 25 ou 30, comme ils l'ont marqué dans la diapositive. Ou alors quelqu'un qui a un asthme, mais qui n'a pas les biomarqueurs que j'ai montrés, c'est ce qu'on appelle un T2 low, il n'y a pas d'atopie, il n'a pas beaucoup d'IgE, il n'y a pas beaucoup d'éosino, il n'y a pas dans les expectos, il a un phéno bas, mais par contre, il a des symptômes d'asthme. Et alors, dans les T2I, on distinguera donc trois types de phénotypes. Il y aura donc un phénotype de patient T2I, mais qui a un phénotype plutôt allergique. Il y a le T2I qui a un phénotype non allergique, éosinophilique non allergique. Et puis, il y a le mixte qui sont un peu allergiques, qui sont un peu éosinophiliques. Dans les allergies, comme j'ai dit, c'est des gens qui ont des tests cutanés positifs, ils ont des IgE majorés, il y a une rhinite allergique et un FNO élevé. Et dans les non allergiques, les IgE sont bas ou plus ou moins aux alentours de 100. Il y a des comorbidités, une polypose nasosinusienne, le FNO est élevé, il y a une éosinophile, juste qui ne sont pas spécifiquement allergiques. Et alors, dans les T2 low, donc qui a le phénotype non allergique, c'est des patients qui sont non éosinophiliques, ils sont plutôt neutrophiliques ou possible-granulocytiques. C'est ce qui est repris également dans la diapositive ici. Donc, j'ai un patient qui est sévère T2I, je le phénotype, je regarde le taux d'éosinophile dans le sang, si le FNO est élevé et s'il il y a un terrain atopique ou je suis dans l'autre branche, il n'y a pas un contexte atopique. Alors, en fonction de ça, je vais définir quel type de biothérapie que je veux proposer aux patients. Il y a 6 traitements cibles qui sont disponibles pour la prise en charge des patients. Il y a les anti-IgE qui est disponible ici, c'est l'omalizumab. On a les anti-IL5, interleukine 5, récepteur de l'interleukine 5, le benralizumab, le mepolizumab et le reslizumab. On a les anti-récepteurs interleukine 4, récepteur interleukine qui est les dupilumab ou dupixent. Et puis on a les anti-TSLP ou tezepelumab. Alors, avant d'aller plus loin, je vais juste rappeler le mécanisme physiopathologique de la maladie, comme ça on verra où est-ce qu'ils interviennent. Quand il y a un allergène qui agresse au niveau de la paroi bronchique, il stimule les cellules dendritiques qui stimulent le lymphocyte CD4T naïf.
et qui vont être transformés grâce à un environnement où il y a des interleukines 4 en lymphocytes T2. Ces lymphocytes T2 vont sécréter toute une série d'interleukines, à savoir l'interleukine 4 et 13, qui vont induire une commutation de plasmocytes et produire plusieurs IgE qui vont aller dégranuler le basophile, les éosinophiles. Ils vont également sécréter l'interleukine 5 et l'interleukine 13 et le GSMCF, et on sait que l'interleukine 5 est un grand recruteur des éosinophiles. Ils sécrètent également l'interleukine 9, qu'on verra un peu plus lien, qui entretient la production de mucus au niveau des voies aériennes. Alors, il y a également ce qu'on appelle des alarmines qui sont produits au niveau de la muqueuse, donc l'interleukine 25, IL-33 et la TSLP, qui vont agir au niveau des lymphocytes innés ILC2, qui vont eux également produire l'interleukine 5 et stimuler les basophiles, les eosinophiles et les macrophages. De même, le lymphocyte T2 produit également des alarmines. Et alors, en fonction de ces différents cytokines qui interviennent, on aura soit une inflammation allergique s'il y a les IgE qui interviennent, soit une inflammation plutôt éosinophile, si c'est plutôt les éosinophiles qui interviennent. Et si on n'a ni éosinophile ni IgE, on a plutôt une inflammation non T2 qui est plutôt neutrophilique. Et alors, les différentes cibles thérapeutiques qu'on va avoir. Ah, tiens, je n'ai pas la même chose que vous. Voilà, les différentes cibles thérapeutiques qu'on va avoir. On va avoir soit l'omalizumab qui est un anti-IgE, l'emepolizumab est un anti-IL5, l'étipilimab qui est un anti-IL4, récepteur IL4, et le benralizumab qui est un anti-récepteur IL5. Alors, je vais les passer brièvement en revue. On a l'omalizumab qui est l'ancêtre, entre guillemets, qui est la première biothérapie qui a été mise sur le marché, dont l'action est surtout de bloquer les IgE pour que le plus qu'il y ait d'IgE qui viennent se fixer sur le récepteur de basophile pour qu'il puisse être dégranulé et induire la réaction inflammatoire qu'on connaît. Dans toutes les méta-analyses, on sait que l'omalizumab permet d'éviter l'exacerbation sévère dans près de 50% de cas. On peut faire une épargne cortisonique dans près de 30% de cas. Il y a une amélioration de symptômes vis-à-vis des questionnaires ACQ à moins 0,8 et une amélioration de la qualité de vie. Et ceci a été étayé par plusieurs études que je montre ici, dont le plus connu, c'est surtout l'étude Innovate, qui montre effectivement qu'on réduit les exacerbations, on améliore les symptômes et on améliore également la qualité de vie. Et ça marche surtout bien, comme l'a montré l'étude de Buzzisi, chez les gens qui ont plusieurs éosinophiles également dans le sang. Deuxième biothérapie qu'on a, c'est le mepolizumab, donc en Belgique ça s'appelle le Nucala. Même chose également. Ici, on réduit de manière significative les taux d'exacerbation annuels à près de 48%. On réduit également la prise de corticostéroïdes chez quelqu'un qui est sous traitement de près de 50%. On gagne en fonction respiratoire, le FEMS augmente de près de 100 ml. On améliore les symptômes, on améliore également la qualité de vie via le questionnaire Saint-Georges. L'emepolizumab, pour rappel, comme j'ai dit, c'est un anti-IL5, donc on bloque la cytokine IL5. Or, on sait que l'IL5 est un grand recruteur des éosinophiles, et les éosinophiles, quand ils dégranulent, ils peuvent déstabiliser la paroi et induire une hyperréactivité au niveau bronchique. Et l'emepolizumab a été surtout... il y a plusieurs études qui étaient ce que je viens de montrer tout à l'heure, dont le plus connu, c'est l'étude MENSA et l'étude MUSCA, qui montre, dans l'étude MENSA, on voit bien qu'on diminue le taux d'exacerbation de près de 53% et on a moins recours à la visite aux urgences dans près de 61%, et l'étude MUSCA qui montre également une diminution des taux d'exacerbation de manière significative. Et alors l'avantage aussi du mepolizumab de Nucala, c'est que quand il y a une diminution du taux d'éosinophiles, on voit que l'effet perdure encore plusieurs temps après qu'on a commencé le traitement. Troisième biothérapie, c'est le benralizumab. En Belgique, ça s'appelle le Fasenra. Donc ici, c'est plutôt une biothérapie qui agit au niveau des récepteurs de l'interleukine 5, que le mepolizumab agissait directement sur l'interleukine 5, c'est plutôt par rapport aux récepteurs. Également ici, on diminue les exacerbations annuelles dans près de 36% de cas. Il y a une épargne cortisonique, on gagne en VEMS et une amélioration de symptômes via le questionnaire ACQ et une amélioration de qualité de vie. Ici également, les résultats ont été étayés par plusieurs études, dont surtout l'étude Sirocco, des Blicker, et l'étude Kalima. Comme vous voyez ici, on diminue le nombre d'exacerbations de manière importante. Il y a une amélioration de symptômes et on gagne également en VEMS.
quatrième biothérapie, c'est le dupilumab ou le Dupixent, qui est plutôt une biothérapie qui agit au niveau du récepteur de l'interleukine 4, IL-4 récepteur alpha, mais on sait que ce récepteur-là, il le partage également avec l'IL-13. Donc, il bloque l'IL-4 ne sait pas intervenir, de même que l'IL-13. Même chose, on diminue les exacerbations, il y a une épargne cortisonique, on gagne en VEMS, il y a une amélioration de symptômes, une amélioration de qualité de vie. Et alors également ici, il y a plusieurs études qui étayent cela, dont surtout l'étude de Castro et l'étude de Raab, où comme vous voyez ici, il y a une bonne amélioration, diminution d'exacerbation, amélioration de symptômes, amélioration de la qualité de vie, et on gagne également en VEMS à plus de 400 ml. Et ça agit, c'est très efficace surtout chez les gens qui ont une éosinophilie sanguine importante et un taux de FNO exhalé. Alors, toutes les biothérapies que je vous ai montrées tout à l'heure, ils agissent tous en aval de la cascade inflammatoire. Quand la réaction, cascade inflammatoire a déjà eu lieu et qu'il y a déjà de production de cytokines, c'est à ce moment-là que ces biothérapies interviennent. Mais par contre, la dernière biothérapie que je vais vous montrer, elle va plutôt agir en amont. Hein, il va cibler la cytokine épithéliale lymphopoïétine stromale thymique ou la TSLP. Il va agir en amont de la cascade inflammatoire et bloquer, je dirais, pas tout, mais presque tout. Donc, ils peuvent être proposés à une population plus large de patients souffrant d'asthme parce qu'on ne cible pas une seule cytokine, mais on cible plutôt presque tout. Donc, on agit vraiment en amont, donc l'anti-TSLP, on agit ici en amont, donc on bloque tant la réaction allergique inflammatoire que l'éosinophilie avec l'inflammation ou la réaction neutrophilique, avec d'excellentes réponses. Diminution d'exacerbation sévère, réduction de la dose des corticoïdes inhalés, on gagne également en VEMS, on améliore les symptômes via le questionnaire ACQ5 et on améliore également la qualité de vie. On le voit ici, donc le TSLP, comme il agit très en amont, on bloque entre autres l'IL-4, donc qui stimule au niveau de la production d'IgE des eosinophiles, on bloque l'IL-13, qui est le reflet du NO exhalé. On bloque l'IL-5, comme j'ai montré tantôt, qui est un bon recruteur des eosinophiles. Et on agit également vis-à-vis des mastocytes par rapport aux muscles lisses de voie respiratoire. Donc, vous voyez, on agit tant sur l'inflammation allergique que l'inflammation éosinophilique et les effets T2 indépendants. Donc, on agit vraiment en amont. Donc, on peut le donner via une large panel de patients. Ceci a été étayé par plusieurs études également, dont surtout l'étude de Menzi et Go, qui montre une bonne diminution d'exacerbation, amélioration de symptômes, amélioration de qualité de vie, et on gagne également en VEMS. Et ça, on agit, donc ici, comme on agit très haut, c'est tout aussi actif chez les gens qui ont une éosinophilie quand on a un NO élevé, mais comme on agit en amont, on peut même le donner même quand il y a un NO un peu moins élevé. Alors, il y a la particularité du TESPIR, du TCP-Lumab, c'est que, comme vous savez, les gens qui ont un asthme, ils prédisent beaucoup de mucus. Il y a une hypersécrétion muqueuse au niveau des voies respiratoires inférieures. Et ce mucus qui encombre nos bronches peuvent entraîner une limitation chronique au niveau du débit de l'air. On a un bouchon fréquent et persistant. C'est associé à des facteurs d'obstruction persistantes. Ils peuvent persister également malgré la prise des traitements conventionnels. Et l'avantage, quand on donne les TCP-Lumab, on agit également contre le mucus qui obstrue nos voies respiratoires inférieures. On le voit ici, chez quelqu'un qui avait un mucus, quand vous le mettez sous TESPIR, vous libérez également les voies respiratoires, vous libérez également la production de mucus. Donc, en résumé, comme je l'ai montré tantôt, voilà, on agit à plusieurs endroits, soit avec les dupilumab, l'omalizumab anti-IgE. Le mépolizumab, j'ai volontairement skippé le reslizumab parce qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée, mais je vais plutôt parler du benrezumab. Et alors le TESPIR qui agit très haut au niveau de la cascade inflammatoire. Ils sont tous là, donc les différentes biothérapies que j'ai fixées, avec leur mode d'administration. Ils sont la majorité en sous-cutané, sauf le reslizumab qui donne en IV. La façon dont ils se présentent, sous forme de seringue qu'on s'injecte, on peut s'injecter. L'indication, les profils de patients, la majorité, ça se donne chez les gens au-delà de 6 ans, sauf le Fasenra, c'est 12 ans, l'efficacité et la sécurité. Donc, au niveau de mon algorithme, comment est-ce que j'ai fait? Si j'ai un patient qui a une allergie,
si j'ai un patient allergique, s'il y a une allergie pérannuelle, oui, je regarde s'il y a une éosinophilie. S'il y a une éosinophilie, je regarde si j'ai les taux d'éosinophilie au-dessus ou en dessous de 150. Si c'est en dessous de 150 par rapport au NO, si le NO est abaissé, comme je suis chez un patient qui est allergique, ben la première des choses que je donnerai, c'est l'omalizumab. Et comme il n'y a pas de terrain allergique, il n'y a pas d'éosinophilie, ben je mettrai plutôt un Tespire. S'il est plutôt un FNO élevé, omalizumab, dupilumab ou un tezepelumab. Et si j'ai une éosinophilie, là, c'est toujours comme c'est un terrain allergique, c'est plutôt omalizumab, Nucala ou mepolizumab, benralizumab ou fasenra, dupilumab et Tespire. Et chez les gens qui ne sont pas allergiques, on a le choix, on peut donner le Tespire, les dupilumab ou également la mépo si j'ai une éosinophilie sanguine. Alors, quand est-ce qu'il faut arrêter? Donc, quand on a commencé une biothérapie, quand est-ce que je l'arrête? En fait, il faut réévaluer la situation. Donc, quand on a commencé le traitement, il faut réévaluer la situation entre 4 et 6 mois après la mise en place du traitement. Tenir compte, bien entendu, s'il y a des effets indésirables, effets secondaires indésirables qui sont mal tolérés, bien entendu, dans ce cas-là, il faut l'arrêter. Mais on sait que donc, la biothérapie dont on connaît le plus longtemps, c'est surtout l'omalizumab. On sait que même quand on arrête la biothérapie, on garde encore un effet bénéfique dans les années qui suivent. On a fait une étude chez les gens qui étaient déjà sous omalizumab pendant au moins 5 ans. On a arrêté l'omalizumab dans un groupe et l'autre groupe, on a continué, mais on leur donnait du placebo. Et on a regardé l'évolution dans le temps. Donc, c'est l'étude multicentrique. Et qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit chez les patients qui étaient sous omalizumab, ils ne font bien entendu pas d'exacerbation, mais chez ceux qui on a arrêté l'omalizumab, on voit qu'ils ont tendance à refaire des exacerbations, alors qu'ils avaient déjà eu le traitement pendant plus de 5 ans. Même chose également avec les mepolizumab. C'est des patients qui étaient sous mepolizumab pendant au moins 5 ans. On a pris un groupe chez qui on a arrêté le traitement et l'autre, ils ont continué. C'est l'étude qui est parue dans l'ERJ. Même chose également ici. On voit un bénéfice chez les gens chez qui on a mis le mepolizumab qui sont ici, qui font le nombre de patients qui font une exacerbation est moindre par rapport aux patients chez qui on a mis le placebo, où il y a le nombre d'exacerbations est beaucoup plus élevé. Et alors, quand le patient est, entre guillemets, stabilisé, comment est-ce que je vais faire pour réduire puisque je ne l'arrête pas, mais comment est-ce que je fais quand je réévalue pour arrêter ou réduire le traitement? Donc, après 1 an de traitement biologique, je me pose la question si je peux réduire la dose biologique ou augmenter l'intervalle d'administration de 25%. Si l'asthme est bien contrôlé, je n'ai pas d'exacerbation, son VMC est stable, ben je diminue de 25%. Et puis, je réévalue à 3 à 6 mois. S'il reste encore bien contrôlé, ben, je réduis encore de 25%, ainsi de suite. Mais par contre, s'il n'est pas bien contrôlé, ben, je réaugmente la dose de 25%. Et c'est comme ça que je fais ce cycle-là. Au niveau de la sécurité, profil de sécurité, il n'y a pas de crainte. Il y a une méta-analyse, donc il y a une revue systématique qui a repris tous les essais cliniques randomisés qui évaluent la sécurité des biothérapies disponibles dans le traitement de l'asthme. Patients suivis sous biothérapie pendant une période de 12 à 56 semaines. J'accorde avec vous, quand j'ai lu l'article, je me suis dit, bon, 56 semaines, c'est peut-être pas beaucoup, mais on l'a fait chez des gens qui ont 12 à 75 ans. C'est peut-être une amie à toi, et Eleni. C'était Ioana Gash. Donc, il a évalué l'efficacité et la sécurité du traitement biologique. Et qu'est-ce qu'il considère? Il constate, en tout cas, il n'y a pas de problème de sécurité avec les molécules. Par rapport aux effets secondaires, ce sont des effets secondaires classiques, hein, donc c'est surtout la rhinopharyngite. Ce qui apparaît souvent, c'est les maux de tête. On peut parfois avoir des infections respiratoires, des arthralgies, une réaction sur le site d'injection. Ici, on a colligé toutes les études où les effets secondaires ont été répertoriés. On voit que ce n'est pas des pourcentages très spectaculaires, des pourcentages effrayants. Une chose qu'on remarque souvent en pratique clinique quand on utilise, c'est surtout avec les Dupixent, que j'ai déjà eu quelques fois en tout cas, on remarque qu'il y a une hyperéosinophilie qui apparaît quand on met les patients sous Dupixent. Et l'autre complication que je vous ai dit tantôt, on peut également avoir des maux de tête ou des céphalées qui apparaissent chez les patients. Quand vous avez mis le patient sous biothérapie pendant longtemps, quid de la rémission? Quand est-ce qu'on va dire, ben voilà, est-ce que le patient est guéri? En fait, quand on dit rémission, ça n'est pas équivalent de guérison, en fait. La guérison implique une rémission prolongée après arrêt de tout traitement. Mais ici, c'est difficile d'avoir une guérison avec l'asthme, hein, parce qu'il y a plusieurs choses qui interviennent. La définition va varier selon les auteurs, selon les concepts, et parfois aussi, la vue du médecin n'est pas toujours le même que celui du patient. Le médecin peut se dire, tiens, le patient
a une rémission, mais le patient ne le sent pas de la même façon ou l'inverse. Donc, on parlera de rémission si on contrôle bien les symptômes, s'il n'y a pas d'exacerbation, s'il n'y a plus on n'utilise plus les corticostéroïdes, il y a une stabilité respiratoire et on contrôle les paramètres inflammatoires. Et donc, c'est ce que je disais, on peut avoir des critères de rémission cliniques sous traitement, critères de rémission clinique avec traitement, oui, c'est ça, avec traitement, ou alors sans traitement, qui sont les mêmes que ceux-là. Donc, il n'y a plus de corticostéroïdes, il n'y a plus de symptômes, il y a une stabilisation au niveau clinique. Donc, comme j'ai dit, la vue n'est pas le même parfois entre le patient ou le malade. Donc, en conclusion, je dirais, comment est-ce que je choisis ma biothérapie? Je vais tenir compte, soit par rapport à l'asthme, au phénotype de la maladie, à l'endotype, au patient, au type d'administration, comment dire ça, rendez-vous, coût de la maladie, soit en fonction de la molécule, donc en tenant compte également de la molécule, que la molécule soit efficace, que je n'ai pas d'effets secondaires, je vais tenir compte des comorbidités et je vais tenir compte du contexte pratique du patient. Et comme je vous ai dit, quand j'ai fait l'endotype, donc si c'est un T2I, donc je suis ici, ben, je vais réfléchir par rapport aux interleukines et cytokines qui ont été impliquées, si je peux mettre un anti-LR, le Tespire, ou un Nucala, ou un anti-TSLP, ou le Dupixent, ou alors si c'est plutôt un T2 low, T2 low asthma, là je vais plutôt tenir compte, entre autres, comme j'ai dit, c'est lui qui marche le mieux, comme il agit en amont, c'est plutôt le Tespire, un anti-TSLP, ou alors on peut l'associer à des corticoïdes. Et voilà mon hôpital à Namur. Je vous remercie. Merci Dominique pour cette excellente présentation claire et explicite. La parole est à la salle. Docteur Rami. Merci beaucoup Dominique pour cette merveilleuse exposé de la littérature. Ce que j'aimerais te demander, donc une question toute petite minuscule, oui. D'une part, c'est comment tu dis que tu vas réduire la dose de 25% quand on voit que les médicaments viennent en seringue pré-remplie. Et deuxième question, on sait que les patients attendent d'un asthme sévère avec sensibilisation fongique ou de la fongique, oui, ça. Oui, ou de l'aspergillose bronchopulmonaire allergique. On sait que c'est plus sévère que l'asthme sévère. On sait qu'ils font plein d'exacerbations, qu'ils ont des impactions mucoïdes, qu'ils sont très affectés. Est-ce qu'on peut leur proposer une biothérapie et si oui, laquelle est la meilleure? Merci, Eleni, pour ta question. Alors, la première, effectivement, tu as tout à fait raison, les seringues sont pré-remplies. Et de ce que j'ai vu, quand j'en dis qu'on diminue de 25%, c'est que tu ne donnes pas toute la dose, tu n'injectes pas toute la dose dans de la seringue, en fait. Tu calcules à peu près 25%, donc tu n'injectes pas toute la seringue. C'est ce qu'il dit. Pardon? Non, tu injectes qu'une partie de la seringue et puis l'autre, tu ne l'utilises pas. Tu injectes que 25% de la... 75%. Tu dis? Oui, mais si tu veux réduire... Oui, mais voilà, si tu veux réduire, tu ne vas pas injecter toute la dose. De toute façon, chez nous, entre guillemets, on a un peu moins de problèmes parce que le médicament est remboursé. Mais je suis d'accord avec toi, le médicament coûte très cher. Mais quand tu injectes, tu n'injectes pas toute la seringue. C'est la seule façon si tu veux réduire, en fait. Tu injectes 75 ou la moitié de la seringue et puis tu n'utilises pas. Nous, on le fait. Et Olivier, donc, dis-moi. C'est une des alternatives également. Parfois, ils augmentent également parfois l'intervalle. Mais ici, on diminue plutôt, tu n'injectes pas toute la seringue. Tu peux également aussi augmenter l'intervalle. C'est une autre alternative. Et alors, par rapport aux patients qui ont une ABPA, ça fait partie des gens chez qui l'asthme est difficile à contrôler, dû entre autres à ce facteur de risque ou comorbidité, si je peux m'exprimer comme ça. Celui que je trouve qui marche le mieux ici, pour moi, c'est le Tespire. C'est le Tezepelumab. C'est celui qui marchera le mieux, parce que tu es tout en amont. C'est celui-là qui marche le mieux pour moi. Et en tenant compte de ça aussi. Merci Dominique. Je suis là. Oui. Tu as été plus clair que l'eau de roche. Tu as fixé la barre de rémission à 12 mois dans ton traitement. Est-ce que tu as une idée de rechute? C'est ce que je disais, ce n'est pas vraiment une barre de rémission, c'est la barre pour réévaluer le traitement. Parce que c'est un peu difficile de dire rémission dans l'asthme, en fait. C'est une réévaluation, on réévalue à 12 mois, et comme je disais tantôt, on réduit la dose. Et si on a réévalué, on voit que le patient réexacerbe et on réaugmente la dose, en fait.
où on diminue l'espace entre les traitements. Professeur Sayah. Merci pour ton excellente conférence. C'est juste par rapport au Maroc, je voulais juste quand même attirer l'attention sur le fait que nous avons on a les anti-IgE, oui. On a les anti-interleukines, oui, on en a certains, et le Tezspire, il va bientôt rentrer. Ah, okay. Alors, si bien que je pense qu'au niveau de nos cabinets, il faut faire attention, il faut plutôt avoir un centre qui traite de l'asthme sévère. Et même quand on parle des eosinophiles, il faut faire attention aussi, il faut les répéter, oui. Parce que le taux est fluctuant. Il est fluctuant. Et il faut dire surtout qu'il ne faut pas arrêter le traitement de fond de l'asthme. Non, le malade doit continuer son traitement de fond par les corticoïdes inhalés et par les LABA ou autres éventuellement. Et c'est pour ça que quand le pneumologue, donc on le réévalue, on fait l'ACQ, on pose l'ACT, donc on fait le questionnaire pour voir comment l'asthme est. Et alors on essaie de faire le step down, mais prudemment. C'est pour ça qu'on doit réévaluer, revoir le patient régulièrement. Et par rapport à l'aspergillose, il faut systématiquement la rechercher devant tout asthme difficile à traiter. Tout à fait, exactement. Et on traite de façon spécifique l'aspergillose. Oui, tout à fait, parce que c'est une force spécifique. Voilà, et ça vient après les biologies. Après, voilà, c'est ça. Il faut d'abord gérer ça en amont, avant d'arriver. La dernière question, Dr Alaoui. Et malheureusement, on va être un petit peu pris par le temps. C'est la dernière. Est-ce que tu as une expérience avec le TSP? Est-ce qu'il y a une recommandation spéciale belge par rapport à la société française? Avec la quoi, pardon, le Tezspire? Oui. J'ai des patients sous Tezspire, mais j'en ai pas beaucoup, parce que il est en Belgique il n'y a pas longtemps qu'on l'a, je pense qu'il y a peut-être 2 ans ou quoi. J'ai quelques patients sous Tezspire, ça marche très très bien, mais on suit les recommandations internationales, ARS, ATS, on n'a pas de recommandations spécifiques en Belgique, non. On a un centre de référence de l'asthme sévère, mais on n'a pas de recommandations propres à nous. On suit les recommandations ATS. Parce qu'à Toulouse, ils font des RCP pour les cas cliniques sévères. C'est intra-hospitalier, mais comme je disais, on a un centre belge d'asthme sévère où on peut référer les patients, mais quand chaque pneumologue veut instaurer le traitement, ça dépend des équipes, mais toutes les équipes n'ont pas toujours une ERCP, non. Ça dépend des équipes. Merci Dominique. Je laisse la parole au professeur Zineb Sayah pour introduire le prochain orateur.